on va accueillir justement, vous parliez d'ingénierie et nécessaire ingénierie, finalement des acteurs qui sont des acteurs de la maîtrise d'ouvrage, mais qui sont aussi des acteurs de l'ingénierie, parce qu'au quotidien, eh bien, ils pensent des solutions, ils mettent en œuvre des solutions, ils testent des solutions, et donc pour pouvoir discuter de ces dilemmes avec eux et voir comment ils se les approprient et comment ils relèvent les défis associés. Donc j'accueille Aurélie de Domingo, Jérôme Jacques, Carmen Perron. Je vais vous laisser la place. Isabelle Moritz et Lola Davidson pour une table ronde. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, elle est arrivée. J'avais rêvé d'un commun. J'avais rêvé de siège commun. Pour discuter, je vous propose finalement de partir de là où Raphaël nous a, je ne vais pas dire laissé, nous a emmenés. Donc nouvelle compréhension peut-être des enjeux et donc des défis. Peut-être pour lancer la discussion, Raphaël, est-ce que vous pouvez résumer donc vous avez évoqué les quatre dilemmes et finalement voilà les deux grands défis que vous voyez pour les maîtres d'ouvrage qui sont réunis ici. Par rapport à ces défis, encore une fois, je pense que c'est l'invention d'outils qui permettent à un moment donné de réaliser ces fameux communs urbains. Il y a un besoin d'outillage, il y a aussi un besoin d'outiller les acteurs qui vont à un moment donné aussi participer à la conception, à la gestion de ces communs urbains. Et je pense notamment aux citoyens lambda qui va potentiellement intégrer ces projets. Il y a des besoins d'outils, en tout cas pas juste de communication, mais vraiment de les outiller jusqu'au bout pour qu'ils soient quelque part de plus en plus autonomes pour aussi gérer ces communs. Alors par rapport à cet outillage, cette ingénierie, il y aurait plein de choses à dire sur la question des acteurs, sur la question des lieux, sur la question des politiques publiques, enfin j'en passe. À mon avis, je prends juste des exemples en fait, qui me sembleraient peut-être intéressants à travailler. C'est quelque part ces nouveaux acteurs de la fabrique urbaine. Très souvent, quand vous allez observer ces communs urbains, vous allez vous rendre compte qu'il y a un tiers acteur. On ne sait pas trop comment pour l'instant le définir, un acteur urbain intermédiaire, un tiers acteur de la fabrique urbaine, on ne sait pas trop. Mais par contre, ce tiers, il est fondamental. Alors, il peut avoir des formes multiples. Des formes, ça peut être un collectif d'architectes urbanistes, un collectif d'habitants, ça peut être une coopérative, ça peut être un acteur privé, institutionnel aussi, c'est tout à fait possible. C'est plus rare. Mais par contre, ce tiers acteur, il va jouer en fait des fonctions essentielles à la conception et ensuite la gestion de ces communs. Et à mon sens, il y a 4 fonctions qui sont essentielles. Première fonction, ça va être celle d'intermédiation. C'est des acteurs qui vont être en capacité, dans l'aménagement urbain, on a la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, et on a rajouté la maîtrise d'usage. Et à un moment donné, c'est des acteurs qui vont être en capacité, par exemple, de faire le lien entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'usage, qui vont être en capacité de parler avec les habitants, plus que de parler, de les accompagner, de les outiller, qui va avoir des compétences aussi en termes d'aménagement très opérationnel, et en même temps qui va avoir une pensée, une réflexion, une connaissance des politiques publiques et des politiques urbaines associées. Et là, vous avez des acteurs qui savent faire ces 3 choses-là. Ça va être des fonctions d'expérimentation, c'est-à-dire que ces acteurs, pour l'instant, eux, vont prendre tous les risques. Un bailleur, sauf dans certains cas, une collectivité, en tout cas à ce stade, ne pourrait pas prendre tous les risques qu'induise un commun urbain, la création d'un commun urbain, parce qu'il y a une espèce d'incertitude, et de surcroît le ministère de la Transition écologique, je pense. Il y a une espèce d'incertitude en fait liée au commun urbain. Potentiellement, l'expérience peut rater. Or, ces tiers acteurs, eux, ils ont le droit à l'échec, ils ont le droit d'expérimenter. Ce que ne pourrait pas faire, en direct en tout cas, une collectivité à ce stade. Ils ont aussi une fonction de régulation essentielle. Les communs urbains, comme on disait tout à l'heure, eh bien, ça va réunir une diversité d'acteurs, donc des bailleurs, des acteurs privés, des associations, des habitants. Évidemment, si vraiment il s'agit d'une vraie coopération, ça va créer des tensions, évidemment. Donc c'est des acteurs, à un moment donné, intermédiaires, qui savent aussi réguler cette tension-là. Bon, je pourrais décliner d'autres fonctions, mais en tout cas, je pense qu'il y a un enjeu, à un moment donné, là, dans cette nouvelle fabrique urbaine, à vraiment mieux caractériser, mieux préciser ce que c'est que ces acteurs intermédiaires de l'urbanisme ou de l'aménagement. Et que là, il y a clairement un rôle du ministère de la Transition écologique, des collectivités, des chercheurs là-dessus, ou des bailleurs, pour structurer vraiment ce positionnement. Et puis un deuxième point qui me semble peut-être essentiel, pour illustrer en tout cas,
c'est peut-être, on va parler beaucoup dans ces communs urbains, alors soit de la co-conception du commun urbain, soit de la co-gestion, des choses comme ça, mais on va rarement jusqu'à la co-évaluation. Et là, il y a un auteur dont on parle beaucoup actuellement, c'est John Dewey, qui est un auteur du début du XXe siècle, qui a beaucoup écrit sur justement l'expérimentation, ce que c'est que l'expérience et tout ça, et qu'on retrouve. Et lui, en fait, il nous dit que pour aller au bout de l'expérience et au bout de l'expérimentation, il s'agit non seulement d'aller de la co-conception, de la co-construction, co-gestion, mais il faut aller jusqu'à la co-évaluation. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes doivent comprendre, s'approprier les impacts, les effets de ces actions collectives. C'est ça, aller jusqu'au bout de l'expérience. Et je pense que dans ces opérations des communs urbains, très souvent c'est mis de côté parce qu'on pense l'évaluation comme un truc un peu expert. Enfin voilà. Je pense que l'évaluation, la co-évaluation doit être mise au cœur de ces projets de communs urbains. Parce que ce qu'il faut identifier, c'est non seulement, on va dire, les impacts directs, le réaménagement d'un site, la requalification d'un site urbain, enfin tout ce qu'on veut, la création d'un service urbain de proximité, mais c'est tous les effets externes, les externalités produites par ces expériences des communs urbains. Et ces externalités-là, à mon avis, en lien avec l'encapacitation citoyenne, la transformation de l'action publique, les effets que ça peut avoir aussi sur l'environnement, toutes ces externalités-là, elles doivent être partagées collectivement et en déduire la valeur produite par ces externalités, ce qui pourrait indirectement aussi intéresser le modèle économique de ces communs urbains. C'est juste deux exemples, juste pour montrer la complexité. Et quand on rentre dans la boîte noire de ces communs urbains, il a la nécessité de vraiment travailler sur l'ingénierie de ces nouvelles approches urbaines, quoi. Merci. Alors, ça va mieux, parce qu'après tous ces dilemmes, finalement, on a des pistes pour avancer. En tout cas, on a identifié des leviers ou des conditions à réunir. Alors, je vais passer la parole à Jérôme Jacques. Vous êtes directeur de la stratégie de l'EGOCN. Merci de nous recevoir. Quelle est votre réaction par rapport à la fois à l'expression de ces difficultés, ces dilemmes, et aussi de ces priorités, de ces recommandations que formule Raphaël Besson, et au travers des projets, notamment, que vous avez réalisés et que vous portez. Alors, merci d'abord, merci beaucoup. Je suis très content parce que je viens de découvrir que j'étais un tiers acteur. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Chez le Géo, on a une façon, entre guillemets, de voir les choses qui consiste à dire, OK, c'est vachement bien de penser, mais c'est aussi vachement bien de faire. Donc l'idée qu'on a, c'est d'essayer de faire. Tous les dilemmes que vous avez listés, on les avait pas forcément listés exactement de la même manière, on les avait pas nommés exactement de la même manière, on les avait pas forcément identifiés exactement de la même manière, mais ils étaient quand même là. Et ils étaient là comme finalement un peu autant d'obstacles sur le chemin de quelque chose qu'on veut faire un peu de manière générale. Et ce qu'on veut faire, nous, aujourd'hui, de manière générale, c'est ne plus être un opérateur de logement social, comme on l'était, j'allais dire, il y a 10 ou 15 ans. Donc, dans opérateur de logement social, on voit bien qu'on opère quelque chose pour le compte, éventuellement, d'autres personnes, une collectivité, par exemple. Et puis, dans le logement social, il y a le qualificatif social qui est collé au mot logement. Or, un logement en soi, c'est pas social. Le logement, c'est un logement. Et nous, ce qu'on se revendique d'être, c'est d'une entreprise sociale pour l'habitat. Alors ça change. C'est-à-dire que dans l'entreprise sociale pour l'habitat, c'est l'entreprise qui est sociale, c'est plus le logement. Et l'habitat, c'est un peu différent du logement. Et même pour enfoncer un peu le clou et pour mieux montrer ce qu'on entend, nous, par habitat, on essaie d'utiliser l'expression d'habitat augmenté. L'habitat augmenté, pour nous, c'est quoi ? Ça va essentiellement vers les communs, pour être clair. C'est de dire comment est-ce qu'on peut, étant donné toutes les difficultés que vous avez mentionnées tout à l'heure en termes de foncier, de prix, de coûts, etc., comment est-ce qu'on peut essayer d'aller plus loin dans l'habitat, d'améliorer l'expérience d'habiter, d'améliorer finalement le quotidien des habitants. Et là, on travaille essentiellement sur une logique qui dépasse la notion simplement d'espace. Que nos amis architectes, dont certains sont présents ici, connaissent bien, d'espace ou de volume, mais de travailler aussi sur les services et les équipements, d'avoir une sorte de triangle espace, service, équipement. Et ce triangle espace, service, équipement, c'est ça qu'on appelle, nous, l'habitat augmenté. Donc concrètement, on se dit, OK, on veut faire de l'habitat augmenté. Qu'est-ce qu'on peut amener ? Et voilà, en gros, les obstacles qu'on a sur notre chemin.
Et les obstacles qu'on a sur le chemin, c'est globalement ceux que vous avez mentionnés. C'est de dire, on peut travailler avec d'autres tiers acteurs, pourquoi pas, si on en trouve, mais on va se retrouver, à un moment, on va se heurter au modèle économique, on va se heurter à l'appropriation, on va se heurter aux différents frottements que peuvent induire la co-construction, etc., etc. Donc tout ça comme autant d'obstacles qui vont s'opposer à mettre en œuvre des objets d'habitat augmenté. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a simplement essayé de tracer un chemin dans tout ça, un seul, mais qui évite, qui fait une sorte de gymkhana entre ces différentes problématiques-là. Et ce chemin qu'on a tracé, il essaie justement donc d'éviter tous les écueils que vous avez mentionnés, et donc du coup, il doit avoir un certain nombre de caractéristiques fortes. Il doit être porté, c'est-à-dire qu'il doit avoir une sorte de gouvernance forte qui ne soit pas facile à remettre en cause et qui soit suffisamment stable pour que les objets qu'on va construire, les communs qu'on va construire, puissent durer dans le temps. Il va avoir un modèle économique, ça c'est fondamental, un modèle économique durable qui n'est pas basé sur les subventions. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'à un moment, on se confronte au dilemme que vous mentionniez tout à l'heure sur la question de comment est-ce qu'on subventionne ça, comment est-ce qu'on va financer tout ça. Ben, en fait, nous, la réponse, c'est on se dit il faut que ça se subventionne tout seul, quelque part, que ça s'auto-porte financièrement. Donc, et puis, il faut quand même, à un moment, quand même, se poser la question de dire c'est quoi l'objet, quoi? Qu'est-ce qu'on veut en faire? À quoi ça sert? Et donc, nous, notre idée, c'est de se dire, à notre échelle, quels sont les éléments sur lesquels on peut faire levier? Quels sont les éléments sur lesquels on a envie de faire levier? De par notre histoire, de par notre position, de par nos moyens, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on identifie, on se dit, OK, bon, l'habitat, on en a parlé. L'habitat, c'est sûr que c'est un élément essentiel sur lequel on veut évidemment, l'habitat et les habitants, c'est un élément essentiel sur lequel on veut agir. Mais on pense que, toujours à notre échelle, on peut aussi agir sur la ville. C'est sûr que quand on va créer un lieu comme Access, que j'évoque un peu en creux depuis tout à l'heure, qui est une sorte de café, coworking, lieu de vie, tiers-lieu, on l'appelle comme on veut, quand on crée un Access, de fait, alors on ne va pas créer un Access, on va créer 10 Access, mais quand on crée un premier Access, qu'est-ce qu'on fait? On fait un levier sur la ville, d'une manière ou d'une autre. Il y a un troisième élément que vous avez cité très indirectement tout à l'heure, mais qui est présent dans tout le discours, c'est le lien social. Nous, de par notre métier, de par notre profession, c'est vers ça qu'on va. On a envie de créer du lien social, c'est mettre notre baseline. On se dit créateur de liens ou producteur de liens, c'est ça qu'on veut faire. Et puis un quatrième élément, pardon, donc l'habitat, la ville, le lien social. Il y a un quatrième élément qui est plus lié à l'ADN d'une entreprise sociale pour l'habitat comme Logéocène, qui fait partie du groupe Action Logement, qui est l'élément de travail. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'on vient de là, on est financé par les entreprises d'une certaine manière, alors par des circuits qui sont complexes, indirects, etc. Mais quand même, c'est quand même un peu de là qu'on vient. Et on pense que pour faire de l'urbain, pour faciliter l'habitat, etc., si on ne met pas en place une composante de travail, surtout dans les quartiers dans lesquels on intervient, on rate quelque chose. Donc voilà, donc ça, en gros, c'est les 4 éléments sur lesquels on veut travailler. Les éléments, j'allais dire, les obstacles, c'est ceux que vous avez identifiés, et on pose quelque chose au milieu de ça, et ce quelque chose au milieu de ça, c'est quoi? C'est un café coworking, comme je le disais. Le coworking est gratuit, donc ça répond tout à fait à la question du fait de l'accessibilité. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rendre des services aux gens? Le modèle économique, il est lié, il marche sur 2 pieds. Le fait qu'on vend du café, on vend des pâtisseries qu'on fait nous-mêmes, donc la question de qui opère, nous, on y a répondu d'une manière assez radicale en disant on va opérer nous-mêmes, au moins dans un premier temps, parce que comme ça, au moins, on va apprendre les difficultés et on va s'y confronter directement. Donc, on opère, ça veut dire qu'une entreprise sociale pour l'habitat comme nous, on a embauché des cuisiniers, on a embauché des barman, on a embauché des gens qu'on n'a pas l'habitude d'embaucher théoriquement. Et puis, deuxième pied du modèle économique, en dehors de la vente alimentaire, j'allais dire, mais qui marche très bien. Je veux dire, on vend plus de 100 cafés par jour, on a fait 25 ouverts tous les midis, donc ça s'équilibre économiquement sans difficulté. On a un petit point de modèle économique supplémentaire qui est très fortement lié à l'urbain, qui est le lieu lui-même. Alors, je regarde un peu les architectes dans la salle, mais évidemment, le lieu, si le lieu a une valeur, on peut le privatiser. Donc, on peut monétiser la valeur dessus. On a une petite photo derrière, en bas à gauche, d'Access. Ce lieu-là, en fait, là, vous le voyez rempli, mais on peut le vider et on peut le privatiser. Ça nous fait une deuxième source de revenus. Donc, pour résumer par une image un peu simple, notre idée, ce n'est pas de créer un conservatoire
de musique, c'est de mettre à la disposition des gens des instruments de musique. Donc, on n'a pas co-conçu, au sens propre du terme, ce lieu avec nos habitants. On a simplement, nous, aujourd'hui, mis à disposition une sorte de grand outil qui fait 370 mètres carrés. On en a un autre en projet qui fait 800, presque 1000 mètres carrés, qui est lauréat d'ailleurs de QLD, enfin dans un projet plus large qui est lauréat de QLD. Et on a l'ambition d'en créer une dizaine comme ça. Et l'idée, c'est de dire, mettons à disposition les instruments de musique et regardons la manière dont les gens vont se les approprier. Et on écoutera la musique qui est faite après, à partir de ces aimants-là. Tant qu'on a, nous, les moyens d'être certains que ces instruments de musique qui seront toujours là, dans la durée, et qui seront toujours entretenus, qui seront toujours à la même place, je pense qu'on ouvre une porte pour faire en sorte que tout ça puisse à la fois être pérenne et avoir une utilité sociale commune sur le long terme. Merci beaucoup Jérôme, c'est passionnant. Alors j'ai hâte d'entendre les réactions des uns et des autres, mais peut-être tout de suite écoutez Aurélie de Domingo, vous êtes chef de projet de Bongraine à La Rochelle, et est-ce que vous pouvez nous parler au travers de votre projet de la manière dont vous recevez à la fois ces difficultés, ces défis, ces recommandations? Alors, moi, j'ai noté beaucoup de choses qui m'interpellent. La complexité, elle est évidente. Pour répondre à ce que vous avez dit, dans les défis, il y a le défi d'outiller les acteurs. À l'étape où on en est sur le projet de Bongraine, donc Bongraine, en quelques mots, c'est un écoquartier de 800 logements qui place au cœur du projet un lien, une interaction totale entre la notion d'écologie et la notion de participation citoyenne, pour dire que l'écologie de demain, elle ne se fera pas par simplement des bâtiments plus performants ou de l'action sur du dur, mais vraiment dans l'exploitation du quartier, comment les habitants s'approprient aussi et deviennent acteurs d'une écologie du quotidien. Et donc dans les communs, quand on a travaillé sur les communs de quartier, l'idée c'est de vraiment justement pouvoir outiller la communauté habitante de demain d'objets réels et concrets qui ont un effet sur, c'est bizarre de le dire comme ça, mais sur leur performance écologique. Par exemple, demain, comment on leur donne dans les mains des lieux qui servent, qui permettent de la mutualisation de ressources, comment on leur donne des outils concrets pour agir sur l'énergie. Donc quand on parle d'énergie, on parle d'un projet d'autoconsommation collective et d'un réseau de chaleur urbain, et comment demain on leur permet d'agir sur le stationnement et les mobilités actives. Donc l'idée, c'est vraiment comment l'habitant qui vient s'installer sur Bongraine, il trouve concrètement dans son quotidien des objets qui lui permettent d'être compétent, capable et d'agir sur une transformation écologique. Donc c'est une promesse qui nous engage fortement. Donc je suis très sensible quand vous attirez notre attention sur ce décalage entre la promesse et la réalité, parce que quand on est à l'étape d'aujourd'hui, on est sur je dirais la fin de la conception et sur une mise en chantier qui démarre l'année prochaine. Et donc on est vraiment en train de construire ce récit et cette promesse collective qui engage clairement une utopie quand on parle de mettre l'écologie au cœur du quotidien et de rendre les habitants capables d'agir concrètement sur la production énergétique. C'est pas rien comme promesse. Donc pour moi, notre rôle, j'ai l'impression qu'il y a une tension où à la fois il faut que nous, en tant qu'aménageurs, on soit capables d'outiller une structure qui soit suffisamment robuste, typiquement un modèle juridique, un modèle économique, des ressources humaines qui font qu'on a un modèle qui est capable d'être à la hauteur de cette promesse-là. Et il faut derrière aussi qu'on soit vraiment dans quelque chose de plus soft et qui est beaucoup plus difficile justement à qualifier, qui est cette capacité à embarquer les citoyens auprès de nous dans cette construction du récit. Et là, ça passe pour nous
par vraiment sur cette dimension culturelle. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça on travaille avec une artiste de rue, par exemple. On travaille sur aussi de l'expérimentation très concrète qui passe par des petits chantiers participatifs autour de la création d'un abri mouton ou d'un potager. Donc, je trouve qu'on a toujours cette tension entre des choses qui sont très structurelles, très engageantes, et toujours des petits objets qui sont très fins, mais qui justement arrivent à qualifier et à créer cet imaginaire sur ce qu'on veut faire demain. Voilà. Et ça nous rappelle aussi qu'à une très forte humilité, c'est-à-dire que qu'est-ce qui aura le plus de valeur? Est-ce que c'est justement cet outil juridique, ou est-ce que c'est aussi comment dire, ces moments forts dans l'inter-individuel, dans les temps sociaux qui vont pouvoir être créés, quoi. C'est quoi qui a le plus de valeur? Ça, c'est pas à nous de le dire, quoi. J'ai peur de me perdre un peu dans ce que je suis en train de raconter. Voilà. Et donc, il faut... je crois que ce que je voulais dire, c'est l'importance de l'incarnation. C'est-à-dire qu'un projet des communs, vous avez parlé de tiers acteurs. Nous, on identifie vraiment l'indispensable incarnation, même physique, surtout au moment de l'amorçage, qui fait que pour engager des citoyens autour d'un projet justement qui est utopique et qui engage aussi leur imaginaire, ça les amène eux aussi à prendre des risques. Et ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de rentrer dans cette relation humaine qui est indispensable justement pour passer le pas de l'utopie. Voilà. Et je voulais juste, et j'arrête là, moi, ce qui m'a fait réagir, c'est quand vous parlez du tiers acteur, et notamment en identifiant l'AMU. Nous, on travaille beaucoup avec des AMU, mais je me méfie aussi beaucoup des AMU dans la mesure où c'est comme si on sortait la responsabilité de la relation habitant à un tiers professionnel. Alors que justement, j'ai l'impression que pour que les choses bougent profondément dans la fabrique de la ville, il faut que ce soit tous les métiers qui se sentent concernés dans cette intégration de l'humain et du coup de l'incertitude. Et que là, ça nous fait tous beaucoup bouger, que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais j'ai l'impression que ça change tout. Voilà. Donc AMU, oui, mais ça ne peut pas être qu'une histoire d'AMU. Complètement d'accord. Non, mais c'est... en fait, par rapport à ces tiers acteurs, je pense qu'il y a un moment où il y a une forme de nécessité d'avoir ces tiers acteurs. Par rapport à une certaine maturité sociale, institutionnelle, organisationnelle, il y a cette nécessité-là. Mais là, on est aussi à un moment où les bailleurs, les aménageurs, les collectivités ne peuvent pas se contenter d'externaliser toutes ces tâches d'intermédiation, d'expérimentation et tout ça à des tiers, justement. Et il y a du coup un enjeu de transformation de l'ensemble des métiers, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et tout ça. Mais je pense qu'on est à ce moment-là, on commence à effectivement envisager que ces fonctions de tiers acteurs, habituellement travaillées par des tiers acteurs, puissent être aussi travaillées par des opérateurs de l'aménagement classique et ordinaire. Mais on est vraiment dans ce moment-là, quoi. Merci. On poursuit le tour de table. On voit déjà des situations très différentes. J'hyper-synthétise, mais l'OGO qui finalement a une stratégie multi-site, une stratégie d'entreprise sociale pour l'habitat, avec une offre, et qui est une offre assez ouverte. Vous mettez à disposition des lieux et des instruments, là où Aquitanis, il y a une vision peut-être plus précise sur la finalité. Vous créez les conditions de changement de comportement en lien avec l'environnement. Et donc, je tends la parole à Carmen Perron. Vous êtes directrice de l'innovation du groupe Quartus, et donc avec une position différente. Vous allez nous parler de votre projet et de la stratégie de Quartus en la matière, et donc aussi de comment vous réagissez par rapport à ces sujets que vous connaissez bien, parce que vous êtes aussi des acteurs de développement des communs. Oui, merci. Bonjour à tous. Petite anecdote, mais Quartus, c'est la contraction de quartier et usage. Donc, je pense que, comme le disait Jérôme de l'OGO, il y a aussi la question de l'ADN de l'entreprise pour traiter ces sujets-là. Donc, le fait est que Quartus est en plein dans ces enjeux.
pour notre part, nous, en fait, je voulais un peu présenter les choses en entonnoir, parce qu'en fait, on a donc cette certitude, cette conviction qu'on a comme tâche de redonner le goût du commun en ville, puisqu'effectivement, il y a les questions de rareté foncière et donc de densification, voire ultra-densification. Il y a la question de la compacité des logements, donc d'une qualité, effectivement, voilà, d'habiter qui est très discutable parfois. Donc nous, on a vraiment cette conviction entre travailler la qualité architecturale, puisque c'est un engagement majeur chez nous, et également redonner ce goût du commun dans des villes où on a pu le voir, alors à travers notamment une approche sociologique et enquête, puisqu'on a travaillé avec BETC et Opinionway auprès de 1500 Français, plutôt métropolitains, et avec une approche sur les prosumeurs, donc les personnes qui font les tendances, et les personnes qui sont plus le kidam, on va dire. Et en fait, cette enquête, elle nous a donné 3 grands résultats, et je ne vais pas trop m'éterniser. La première, c'est qu'effectivement, les jeunes générations sont éco-anxieuses. Voilà, donc l'écologie au cœur du quotidien et au cœur des quartiers de la ville. Le deuxième, c'est la santé comme préoccupation majeure également. Donc, on était post-Covid, mais au-delà de ça, je pense que la question de la pollution urbaine, de justement la densité, des nuisances, on parle de pollution sonore aussi en ville. Et puis, le dernier enseignement de cette enquête, et du coup, je reviens à notre sujet des communs, c'est que la ville ne se partage plus, ou qu'en tout cas, les Français n'ont plus de désir de partage. Donc, ce qu'ils sont prêts à partager, c'est un jardin. Et c'est tout. Tout ce qui était buanderie, des choses comme ça, enfin tout ce qui en fait demande de mêler son intimité aux autres n'était plus du tout demandé, était plutôt des espaces dévalorisés. Donc ça, c'est les résultats de cette enquête début d'année 2023. Donc évidemment, quand on fait mon métier, l'innovation sociétale et urbaine, on se dit qu'on est bientôt au chômage parce que voilà, comment on va faire sans faire de commun. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, notre tâche, c'est redonner le goût du commun dans des milieux urbains très denses, très complexes, saturés des pollutions extérieures, quelles qu'elles soient, atmosphériques, sonores, etc. Donc ça, c'est vraiment mon préambule et le haut de mon entonnoir. Ensuite, si je redescends sur des choses plus concrètes, nous, on a travaillé donc, sur une opération que vous voyez là, Pavillon Raspail, donc, qui est l'ancienne maternité de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e à Paris. Donc c'est une réhabilitation et extension avec des architectes renommés, donc Lacaton et Vassal. Et en fait, cette opération, donc là, on est en dépôt de permis, voilà, recours, etc. Mais voilà, on est en train d'attendre que ça se débloque. Mais cette opération, en fait, elle a été pensée justement sur plusieurs choses, enfin plusieurs enjeux autour du vivre ensemble. Donc déjà, le premier point, c'était la mixité au palier. Donc on travaille avec Habitat Humanisme sur le logement social. On travaille donc aussi sur le BRS et sur l'accession libre. Je ne vous donnerai pas les prix de vente de cette opération dans le livre, mais vous vous doutez que dans Paris, 14e arrondissement, avec des prix Pritzker, vous vous doutez un petit peu voilà, du prix au mètre carré. Donc cette mixité au palier, c'était, nous, un engagement de départ. Cet engagement, du coup, il a donné lieu à créer les conditions, effectivement, d'un vivre ensemble. Comment? Du coup, en offrant des espaces et des services communs qui permettent de créer le lien au-delà de portes palières voilà, connexes où les gens ne vont peut-être jamais se parler. C'est de traiter donc, des lieux à tous les étages, à tous les niveaux et aussi au niveau du jardin qui vont créer le lien, créer la relation, créer la rencontre. Donc ça part déjà des espaces obligatoires. Tout ce qui est donc local vélo, par exemple, devient une sorte de centrale de mobilité. Donc là, on rejoint aussi la question de l'immeuble augmenté, hein, puisque du coup, ce qui est réglementaire comme un local vélo devient une centrale de mobilité. Pourquoi? Parce qu'on y apporte du service, parce qu'on y apporte de l'animation, on y apporte du coaching vélo, par exemple. C'est pas parce qu'on sait faire du vélo qu'on sait faire du vélo en ville. On a aussi le local poubelle qui devient un local de valorisation de déchets, donc favoriser le tri et faciliter le tri surtout au quotidien.
Et puis après, on a les espaces qui sont moins obligatoires, comme un auditorium. Pourquoi ? Parce que dans le bâtiment existant, il y avait un auditorium, donc on l'a réhabilité. Enfin, on va le réhabiliter. On a aussi comment transformer les lieux de flux en lieux de rencontre, donc tout ce qui est circulation verticale, palière, etc. Donc ça, c'est travailler sur la qualité architecturale, la luminosité, la lumière naturelle, les couleurs, les matières, et voilà, j'en passe. Voilà. Donc on a cette opération-là. Et comment mettre en musique tout ça ? Ça passe effectivement par l'intervention d'un tiers. Donc là, nous, on a mis en place en fait une vraie ingénierie juridique et économique sur le sujet, à savoir que les habitants seront constitués en association. Cette association sera inscrite dans les statuts de la FUL. Puisque voilà, on a plusieurs acteurs et plusieurs propriétaires. Cette association, elle est présidée par un hospitality manager. Donc, voilà, on rejoint la question du tiers acteur et surtout de l'émergence de nouveaux profils en fait, dans l'animation et la gestion de ces lieux-là. Et cet hospitality manager, il a un profil bien particulier. Il n'est pas gardien, il ne s'occupe pas de la maintenance. Il est là pour animer la communauté habitante, pour garder sa dynamique une fois qu'elle sera installée, et puis pour gérer tout le bouquet d'espaces, de services, donc tout ce qui va être voilà, location d'espace si on veut privatiser, parce qu'il y a une salle de yoga, il y a une salle polyvalente, il y a aussi des bureaux d'habitat et humanisme, et puis toute cette mixité sociale, comment faire pour qu'elle bénéficie finalement autant on va dire aux classes favorisées qu'aux classes défavorisées, et qu'on ne soit pas seulement dans un échange assez classique de services type ménage et garde d'enfants. Donc ça, c'est le cas concret le plus exigeant d'un point de vue ingénierie. Ensuite, on a travaillé aussi sur la question de la co-création. Donc là, on a 2 opérations livrées en France, donc une à côté de Bordeaux, une à côté de Lyon, avec des co-créateurs, donc des personnes qui ont été recrutées très très en amont du projet immobilier, qui ont pu dessiner avec l'architecte leur logement. Donc là, on est plutôt dans une forme de personnalisation, donc un petit peu individualisation. Mais la contrepartie de cette co-création, c'est de définir ensemble les espaces communs, donc leurs usages et surtout leur mode de gestion. Donc, dans le cas, par exemple, de Lyon, on s'est retrouvé avec un solarium et une salle de sport, avec l'engagement du promoteur donc, de financer l'aménagement de ces lieux. Donc, ça a été le cas. Et dans le cas de Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux, à Floirac, là, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire que l'architecte Pascal Gontier a accepté de faire évoluer son architecture par rapport aux besoins des co-créateurs. Donc les façades, avec la taille des fenêtres, avec l'implantation des balcons, etc., tout ça a pu bouger pour vraiment répondre aux attentes de ces co-créateurs. Et là encore, définition ensemble, co-design, des parties communes, des espaces communs. Donc là, en l'occurrence, c'est du coworking, donc à 50 mètres carrés à peu près, pour répondre vraiment aux attentes, puisqu'on est à Floirac, à côté de Bordeaux, donc plutôt que de faire le trajet tous les jours. Et puis, dans le cadre de l'AMI engagée pour la qualité du logement, on a été lauréat donc, sur 3 projets. Un à Ivry-sur-Seine, sur l'ancienne usine des eaux. Un second qui s'appelle Maison Terre, avec le concept de co-individualité. Et le 3e à Marseille, sur plutôt le thème des toits habités. Et donc, si je reviens sur la co-individualité, du coup, pour rester dans la question des communs, là, cette fois, on a poussé, on va dire, le curseur assez loin en déterminant l'espace commun comme le point de départ de la conception en fait, de l'immeuble. À savoir que cette co-individualité, elle consiste en fait en un espace commun de 100 mètres carrés, admettons, avec tout autour, enfin je schématise, mais tout autour, des logements privatifs. Ça peut être 3, 4, 5, 6. Je crois que l'architecte a pu même dessiner 7 logements. Mais en fait, tout ça fait partie d'une seule et même cellule habitée. Donc ces gens, en fait, vivent une forme de colocation, mais tout en ayant leurs espaces privatifs. Donc on a la kitchenette, la salle de bain, son logement. Donc ça peut être des T1, des T2, voire même des T3 pour les personnes avec des enfants. Et puis ce grand espace commun qui peut être un salon, une cuisine. En fait, selon ce que cette cellule habitée va déterminer et vouloir créer comme atmosphère de vie et comme espace à partager. Donc là, c'est vraiment une inversion en fait, dans la conception en partant de l'espace commun et en dessinant les logements autour. Voilà.
Merci pour ce tour d'horizon qui donne envie d'en savoir encore plus. Alors, pour reprendre le fil de la discussion, finalement, Raphaël a posé trois grands enjeux, l'outillage, le tir-acteur, et puis la nécessité d'une co-évaluation. Là, dans le tour de table, moi j'ai beaucoup entendu tir-acteurs, des fois des tir-acteurs qui ont été révélés. J'ai beaucoup entendu aussi la question de l'outillage, des méthodes, des processus. Et en revanche, j'ai assez peu entendu la question de l'évaluation, de la co-évaluation. Et peut-être, voilà, moi j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment est-ce que vous dites, ah oui, il y a un sujet, ça serait bien qu'on le fasse, ou en fait on le fait déjà, et voilà comment on s'empare du sujet. Et peut-être aussi laisser Raphaël réagir à vos interventions sur ce que, voilà, sur l'acception qui est derrière, hein, le terme. Donc je reprends le tour, peut-être Jérôme, hein, sur ces questions. Alors je sais que vous n'êtes pas complètement démuni sur le sujet. Alors, pas complètement démunis, je ne sais pas si c'est... Non, pas complètement démunis, c'est sûr, mais pas forcément non plus... c'est aussi des questions sur lesquelles on se cherche beaucoup. Ça fait longtemps qu'on expérimente au-delà de l'évaluation, il y a quand même la question de la moi j'appelle ça la création collaborative, globalement, quoi. Cette question de la création collaborative, elle est très complexe. Et on l'a expérimenté, pour le coup, au sens trop expérimental probablement du sujet. C'est-à-dire qu'on voit bien que la limite de l'expérimentation, c'est ça, c'est de poser une chose, puis à côté une autre chose différente, puis etc. Puis finalement, on n'arrive jamais réellement à massifier. Donc du coup, l'impact est forcément assez limité. Donc cette question de la création collaborative, on essaie... En tout cas, l'angle sous lequel on essaie de l'aborder, c'est une logique... globalement, que nous on appelle inspirer, co-décider, co-construire. Ça ne veut pas dire que c'est tel quel, c'est un peu aride, mais globalement, c'est des méthodes qui sont un peu inspirées des logiques de design thinking. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence systématiquement par une phase d'inspiration. Avant de créer quelque projet que ce soit, cette phase d'inspiration, elle consiste globalement à aller se nourrir d'à peu près tout ce qui tourne autour du projet qu'on est en train de faire. Donc si on a un projet dans un quartier donné, ça consiste par exemple à aller faire le tour du quartier. Mais ça consiste aussi à aller parler à ses habitants, à les observer, à rentrer en empathie avec tout ça. Et également, à créer... Alors ça, c'est vraiment la partie d'inspiration. Cette partie d'inspiration, on la partage avec globalement une sorte d'équipe pluridisciplinaire, comme on dit vulgairement, mais moi je préfère appeler ça finalement une sorte d'écosystème. Donc l'idée générale, c'est que plutôt que de dire systématiquement, on a un maître d'ouvrage, ça n'enlève rien au métier du maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, et puis des habitants, par exemple. Puis finalement, quand on réfléchit, on dit, ouais, mais il y a quand même la collectivité qui a un rôle à jouer. Et puis, il y a les habitants, de quoi on parle? On parle des habitants de l'immeuble qu'on est en train de réhabiliter, ou est-ce qu'on va un peu plus loin? Est-ce que les commerçants du quartier en font partie, etc. Puis finalement, à force de cercles concentriques comme ça et de réflexion, on se dit que finalement, si on veut vraiment s'inspirer correctement, on a intérêt à considérer qu'on n'est pas dans une sorte de co-création dans le sens de 1 plus 1, enfin de dualité, mais plus dans une sorte de cercle de gens qui doivent se parler, qui doivent discuter ensemble et qui doivent réfléchir ensemble. Mais sans forcément d'objectifs très précis à ce stade. À un moment, quand on est dans la phase d'inspiration, il faut justement laisser les choses fuser, et puis on n'est pas forcément dans une logique d'objectif à ce stade-là. On est vraiment dans une logique un peu d'observation. Et une fois qu'on a passé cette logique d'observation, on arrive dans des phases de codécision, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'effectivement, l'assistante à maîtrise d'usage, pour nous, elle est cœur de métier. On ne peut pas nous confier l'assistance à maîtrise d'usage. Si on est maître d'ouvrage, on ne peut pas confier la maîtrise d'usage à quelqu'un d'autre. C'est notre cœur de métier, très clairement, quoi. Ça n'a pas de sens pour nous de l'externaliser. De même que ça n'a pas de sens, je trouve, ça a de moins en moins de sens en tout cas, d'aller chercher un maître d'œuvre en lui fournissant clé en main une sorte de programme.
Dire, il faut que le programme il soit quand même travaillé avec le maître d'œuvre en avance, parce que sinon on est dans des sortes de distribution de cartes et puis de récupération de travaux faits par les uns et les autres qu'on va plus ou moins corriger. Enfin, on voit bien que ça ne marche pas. Et donc, tout ça pour arriver à la question de l'évaluation, dont très franchement, moi je mesure mal l'enjeu aujourd'hui. Très franchement, je suis... on le fait, hein, très clairement. Quand on fait, nous, aujourd'hui, des réhabilitations, on a toujours 3 phases. On a la phase préalable, qui est plutôt la phase d'inspiration, justement. On a une phase vraiment de co-construction, où là, on va travailler le programme, pour le coup, parce qu'il en faut bien un moment avec les architectes, les habitants, etc. Et puis ensuite, à la fin de l'ensemble, on va effectivement faire une évaluation. Donc, on a une dernière réunion, en gros, où on va évaluer comment se passait la réhabilitation, essayer d'en tirer des leçons, etc. Mais à ce stade, moi je trouve que, en tout cas dans notre démarche à nous, c'est plus une sorte de travail en écosystème et de travail en mode projet que finalement de délimiter des phases de manière aussi peut-être aussi verticale que vous l'avez fait tout à l'heure. C'est vrai que nous, on n'a pas identifié l'enjeu de l'évaluation, peut-être à sa juste valeur par rapport à ce que vous disiez. Mais en revanche, ce qu'on a bien identifié, c'est que j'allais dire la fausse co-construction avec un groupe d'habitants qu'on va plus ou moins diriger vers quelque chose qu'on a décidé à l'avance ou qu'une collectivité a décidé à l'avance, un peu prétexte. C'est pas vraiment vers ça qu'on veut aller. Nous, on veut vraiment aller vers un partenariat avec l'ensemble des parties prenantes et dont les habitants font évidemment partie et sont au premier rang. Merci beaucoup. Alors, il me semble quand même la coévaluation, c'est pas le degré zéro, mais la première étape d'une évaluation, quelle qu'elle soit, c'est la définition, le partage d'un existant, d'un état des lieux et des enjeux. Et donc là, quand vous dites que vous avez... Voilà, on est déjà sur quelque chose d'assez... C'est un malentendu de ma part, parce que moi, je n'avais pas compris, parce que pour moi, la coévaluation, elle venait a posteriori. Alors, en fait, c'est ce que j'appelle l'inspiration, en gros. Et voilà, en fait, voilà. Après, Raphaël, je vous laisse compléter, mais je pense qu'on est vraiment sur un processus où il y a l'évaluation qui est ex ante, qui est justement avant de faire le projet et qui passe par un état des lieux d'où est-ce qu'on part. Et alors, après, effectivement, dans ce que vous dites, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément instrumenté, outillé. Ça peut prendre différentes formes, mais quelque part l'impact et le fonctionnement. Même si vous le ressentez, je pense que ça fait partie. Voilà, ça fait. Ouais. Mais peut-être que on le mesure aujourd'hui. Pardon, excuse-moi. Oui. Mais aujourd'hui, sur un objet comme Access, où il y a à la fois des activités type cours de yoga, comme on le disait tout à l'heure, cours de chinois et d'autres voix, etc., et puis des événements. Plus des cafés qu'on vend, plus des gens qui se connectent à l'Internet, on a une évaluation, j'allais dire, très quantitative, pour le coup. Le nombre d'événements qu'on a organisés, le nombre de personnes qui y ont assisté, le nombre d'inscrits au coworking, on est à plus de 3000 inscrits au coworking en quelques mois, le nombre de personnes qui visitent le lieu chaque jour, on est à plus de 100 personnes par jour, etc. Tout ça, c'est des évaluations, j'allais dire, quantitatives. Les évaluations qualitatives, je pense qu'on est un peu trop tôt, alors que le lieu est déjà créé depuis un an, mais on est encore un peu trop tôt pour avoir un retour là-dessus. Mais en revanche, par contre, effectivement, si on considère que l'évaluation, ça englobe, j'allais dire, tout ce qu'on fait en amont, effectivement, oui. Mais on n'a pas d'outils dédiés, à part les méthodes classiques, type focus group, les études que vous mentionniez. Nous, on utilise des systèmes type Potluck. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'études aussi, j'imagine aussi chez Quartus. Ça, c'est des outils qu'on utilise vraiment pour essayer, justement, au départ, de s'inspirer et d'avoir des bonnes datas, quoi. Alors, peut-être, Raphaël, avant de laisser la parole à Aurélie, une réaction par rapport à ce sujet. Moi, Alors, il y a une séquence de questions juste après. On va encore... Pardon. aussi et travailler avec Raphaël. Et donc le premier endroit où je suis allée, c'est Access, en tant que nouvelle habitante. Et moi, je voudrais saluer justement ce vide que vous avez un peu laissé. Donc évidemment, les outils d'évaluation, c'est très important. Et moi, je travaille sur ces impacts pour démontrer des choses et pour que ça reste vivant. Donc au préalable, oui, il faut en faire.
Mais je trouve ça très bien, le vide que vous avez laissé pour laisser prendre la place aux usagers. Et pour le coup, j'ai remarqué que les habitants du quartier avaient rempli l'espace et avaient construit en fait un récit à ce nouveau lieu. Moi, en tant que professionnelle, j'ai invité des partenaires à y venir et des structures à y venir. Et donc, au-delà du quantitatif, il y a eu du qualitatif sur le territoire. Et donc, au bout de cette année, sur la question de l'évaluation, ce serait intéressant de faire venir les gens qui ont été à l'intérieur et en quoi, au niveau qualitatif, et dans leur structure et sur le territoire, ce qui s'est passé comme nouvelle coopération, comme nouveaux projets, etc., etc. Mais moi, je voulais saluer le vide que vous avez laissé en disant on ne savait pas très bien et vous avez laissé la place aux usagers. Et cette partie prenante, elle est importante pour faire vivre les communs. Merci. Pour laisser le côté vivant, quoi. Oui, Raphaël, merci. C'est pas mal, c'est un créateur de vide. Truc marketing, là, je suis pas sûr. On est nombreux sur le marché, là, par contre. Et, non, mais juste, alors par rapport à l'évaluation, c'est juste un témoignage qui me semble du coup intéressant pour expliquer qu'en fait, l'évaluation, notamment par les usagers, peut être extrêmement intéressante parce qu'on va avoir beaucoup de difficultés à rendre compte, dans le cadre de ces communs urbains, de tous ces effets un peu immatériels, diffus, qui nous parlent en fait de coopération, de lien social, de projets qui ont été construits en commun et qui produisent en fait de la valeur symbolique, de la valeur en termes de lien social, de la valeur culturelle, mais de la valeur in fine économique, clairement. À partir du moment où vous avez une capacité à régénérer une vitalité sociale, urbaine, dans notamment des espaces vacants, des quartiers dégradés ou des quartiers en construction. C'est une valeur, ça. Donc pour moi, la co-évaluation, il y a plein de choses en fait qui me semblent intéressantes et à travailler, même si ça peut paraître un peu abstrait. D'abord, c'est vraiment concevoir l'évaluation comme étant un outil au service du projet. Typiquement, par exemple, par rapport à votre espace commun que vous avez créé, ça peut être réunir à minima des usagers et se dire, ça serait quoi les questions évaluatives qu'on pourrait se poser en commun ? C'est-à-dire, cet espace commun serait, selon vous, réussi à quelles conditions ? Voilà, si, voilà. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet d'une part une appropriation du projet, mais ça permet à un moment donné aussi potentiellement, à la fois de le concevoir, de l'approprier, mais aussi potentiellement de le réorienter collectivement, sans que ça soit une espèce d'affrontement entre, je ne sais pas moi, le bailleur et les habitants, le promoteur et les usagers, le promoteur et la collectivité. C'est-à-dire que ces enjeux ont été partagés en amont et continuent à être discutés. À un moment donné, ça crée un vrai espace de coopération. Et puis surtout, voilà, c'est ça, c'est qu'avec ce type de processus de co-évaluation, on se rend compte des effets, non seulement directs, des impacts directs, mais tous ces effets immatériels, en tout cas, ils sont discutés collectivement, quoi. Et ça, je pense que c'est super important. Après, c'est compliqué. Il y a des outils, encore une fois, à penser simples. Des outils simples, pas du tout des usines à gaz avec des critères pas possibles et des tableaux Excel à l'infini, ce qu'on sait si bien faire. Pas du tout. Mais c'est des outils simples, appropriables et intelligibles par tout à chacun, quoi. Aurélie, est-ce que vous avez des outils simples et qui fonctionnent ? Ou est-ce que vous dites que ça serait bien d'essayer d'en trouver ? Non, moi je me sens très mal à l'aise par rapport à cette question parce que j'ai pas de réponse. Les seules réponses que j'ai, c'est on a toujours en tête de se dire notre principal outil d'évaluation, ça serait de dire en quoi le projet est différent de ce qu'on avait imaginé. En fait, il y aura vraiment une implication. On pourra évaluer la réussite du projet s'il est différent de ce qu'on avait pensé initialement. Et ça, c'est un point qui est important. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on accepte qu'il nous échappe et que ce qu'on avait pu mettre dedans, au réel, ça ne soit pas exactement ça qui soit fait. Et l'évaluation se fait aussi par la réalité de la gouvernance habitante qui est mise en place. C'est-à-dire toujours de se dire que comment on outille les habitants pour qu'ils soient en capacité de décision et pas d'illustration d'une volonté qui aurait été prédéfinie et qui aurait été déroulée coûte que coûte, quoi. C'est peut-être aussi un des enjeux, c'est que quand la communauté sera là, finalement, ça serait d'avoir cette recommandation, de dire parlez de là où vous voulez aller ensemble, essayez d'identifier, finalement, mettez-vous d'accord sur là où vous voulez aller, sur ce qui compte. Alors, ils le font, je pense, spontanément, mais il y a peut-être ce que plaide Raphaël, j'ai l'impression que c'est de structurer un minimum le truc pour que ce soit pas
quelque chose qui soit accessoire, que c'est assez central en fait. Ce cadre de coopération, il faut peut-être le nommer, le verbaliser, l'identifier. Je sais pas jusqu'où il faut le sanctuariser, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait partie d'un nouveau mode opératoire collectif et qu'il faut, qui doit être identifié. Pardon. Ouais, juste moi, la manière dont j'observe les choses, c'est qu'il faut accepter que la communauté, au départ, elle soit immature. Et donc, avant d'être en capacité, justement, de verbaliser un projet commun, il se passe du temps. Et donc, c'est là où c'est difficile d'avoir cette phase d'évaluation ou d'énonciation dès le départ, parce qu'en fait, il faut du temps. Il y a souvent, quand on fabrique dans la littérature et puis dans les gens qui s'intéressent un peu au tiers-lieu, il y a toujours cette question qui revient un peu généralement, un peu régulièrement en disant pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une communauté préexistante, en gros. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense exactement le contraire de ça, réellement. Nous, on a une sorte de communauté préexistante Logéo qui sont les habitants de Logéocène. C'est pour ça que notre café, c'est un café service, c'est un café conciergerie. Donc, effectivement, on peut venir payer son loyer, on peut venir faire une réclamation. Mais ça ne crée pas une communauté au sens propre du terme. Ça crée un premier service de base. Mais au bout du bout, ce qu'on a fabriqué, à un moment, il faut revenir à des choses extrêmement simples. Hein. On a fabriqué un café à un endroit où personne ne voulait mettre un café. Ce qu'on va faire, tout réservoir au Havre, c'est qu'on va fabriquer un café et un lieu de travail gratuit à un endroit où personne d'autre veut mettre un café. Pourquoi personne d'autre veut mettre un café là-bas? Parce que pour être clair, ce n'est pas avec ça qu'on va devenir milliardaire. Ça ne va pas nous coûter d'argent, mais ça ne va pas nous en rapporter non plus. Ça va nous en rapporter très peu. Aucun investisseur privé prendrait le risque de créer un café là-bas. Mais globalement, ce qu'on fait quand même, c'est ça. C'est qu'au pied d'un immeuble de la Tour Réservoir, au pied d'un immeuble de 128 logements, on crée un très grand café avec des endroits gratuits où les gens peuvent venir travailler. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Et très franchement, je suis tout à fait pour, surtout les outils sont simples, d'avoir tous les outils d'évaluation de la Terre, mais on va s'en rendre compte assez rapidement. Hein. Donc, c'est-à-dire que si le lieu fonctionne, aussi bien que celui le premier qu'on a créé en prototype devant la gare, un endroit qui maintenant semble très facile, mais qui à l'époque était très difficile quand on l'a pensé, demain, si le lieu est fréquenté, on va tout de suite savoir si ça marche. Très franchement. Et si ça marche dans ce quartier de 15 000 habitants, qui est aujourd'hui à peu près à 15 km du centre-ville là, on va le savoir. Hein. Enfin, Lola pourra venir et sera contente de nous avoir choisis dans le dispositif. Merci. Alors, dernière intervention par Carmen sur ces questions d'auto-évaluation, avant de conclure avec Lola Davidson et Isabelle Moritz, et puis de passer un temps d'échange avec la salle. Oui, donc 2 choses sur cette question. Donc, l'auto-évaluation, je pense que c'est une question d'intelligence professionnelle, donc elle est nécessaire. Elle est aussi dans l'idéal dans le temps de l'opération, avec la capacité en fait à s'ajuster quand effectivement on a les retours des habitants tout au long du projet. Donc d'éviter la rigidité et le silotage habituel de notre chaîne de valeur dans l'immobilier. Donc ça, c'est un premier point. Dans le cas de la co-création, nous, ça a été le cas. Moi, j'étais en charge de la capitalisation et des retours d'expérience des 2 opérations livrées. Là, on travaille sur la ZAC Bongraine avec Eden Promotion en co-création. La méthode a largement évolué, du coup, grâce à ces 2 expériences. Ensuite, juste une réalité, puisqu'on a eu une habitante qui a témoigné, mais une réalité aussi du client, à savoir que l'impliquer dans ce type de projet, c'est essentiel, mais il ne faut pas oublier que lui, il est impliqué dans son projet d'achat, qui est très stressant, qui est un projet plus qu'engageant, puisque là, en plus, en ce moment, on le sait bien, la question de la solvabilité du particulier est mise à mal. Mais même avant ça, que ce soit 120 000 € ou 450 000 €, c'est pas rien quand on achète un appartement. Et évidemment qu'il y a des process pour impliquer, pour définir les usages, les communs. Mais il ne faut pas oublier une réalité tristement financière, économique et individuelle qui est l'obtention de mon prêt, l'échéancier, la peur quand c'est un premier achat, l'accompagnement du coup qui est nécessaire sur tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment une question de temporalité et de finesse en fait dans cette co-évaluation et dans cette co-conception ou co-design en fait. Ça va permettre l'appropriation
par les habitants de leur immeuble. Ça va donner un sentiment de fierté, d'appartenance. Ça va permettre aussi d'éviter certains écueils qu'ont les promoteurs, parce qu'on a l'impression d'avoir la science infuse, alors que la vérité, elle vient du client et de l'habitant. Et pardon pour le terme client, mais voilà, promoteur. Et donc voilà, donc vraiment une subtilité, en tout cas, dans cette implication de l'habitant, et de ne pas oublier ses propres préoccupations. Il ne faut pas faire ça pour nous et pour notre plaisir et pour notre réussite, mais c'est vraiment le projet de l'habitant. Merci beaucoup. Alors j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait on va pas pouvoir continuer la discussion, alors que personnellement j'ai l'impression qu'on ouvre quelque chose de passionnant. La bonne nouvelle, c'est que après la table ronde et les questions et l'intervention de Jean-Baptiste Cassine qui va nous rejoindre, eh bien il y a un buffet autour duquel nous pourrons poursuivre la discussion. Alors pour conclure cette table ronde, je passe la parole à Lola Davidson, peut-être pour qu'elle nous dise le programme QLD et les communs. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui se sont passées et qui vont se passer. Peut-être nous en dire 2 mots. Oui, du coup, dans le cadre du programme engagé pour la qualité du logement de demain, on parle logement, donc on est plutôt sur des communs à l'échelle bâtimentaire d'opération de logement. Mais ce qu'on a pu voir, alors je ne rentrerai évidemment pas dans le détail de toutes les opérations, parce que vous avez eu là des porteurs de projets lauréats qui vous ont montré aussi toute la diversité de l'approche. Mais ce qui pour nous est intéressant, notre rôle en tant que programme, c'est d'accompagner et d'observer ce que font les porteurs de projets. Et les porteurs de projets, ils ont tous une envie commune. Ils partent pas forcément du même endroit pour traiter la question des espaces partagés des communs, mais ils ont tous une envie commune, c'est une augmentation de la valeur d'usage pour leurs habitants. Alors ça peut être de l'habitat participatif, des coopératifs, des entreprises sociales de l'habitat, bailleurs, des aménageurs, des promoteurs, mais ils se rencontrent sur ce sujet-là avec différentes propositions. Et sur la question ce que nous, on peut observer jusqu'à présent, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on est en cours d'observation et donc en cours de capitalisation. Petit à petit, on va apporter plus de briques, enrichir les sujets qu'on observe. Mais sur les tiers acteurs, ils sont très protéiformes et parfois intégrés aux maîtrises d'ouvrage, parfois pas. Mais en tout cas, on voit quand même une diversité d'agents intermédiaires, ou en tout cas de ces nouveaux métiers. Et qui ne nous permet pas aujourd'hui de dire il y a une seule solution unique. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est un espèce d'aller-retour entre des désirs d'améliorer la valeur d'usage et puis un pragmatisme de trouver l'optimum technico-financier pour faire sortir les opérations. On est par ailleurs dans une conjoncture assez difficile pour tous les acteurs. Et donc voilà, il y a systématiquement ces allers-retours, mais on voit aussi, et c'est déjà les premiers éléments peut-être premiers enseignements qu'on a, c'est des questions de méthode, se poser les bonnes questions au bon moment pour pas avoir à détricoter son projet parce qu'on a avancé très fort vers une solution pour après se rendre compte que juridiquement ça passe pas. Et donc là, nous, on a déjà sorti lundi une petite note sur les différents modèles d'espaces partagés. Et ça peut paraître anecdotique, mais pour nous, ça nous paraît important pour accompagner les porteurs de projets actuellement et les futurs sur un peu une arborescence de décision vers où on va, quel type de forme juridique ça peut prendre, qu'on soit en copropriété ou en locatif. Vous le disiez, vous, ASL. Donc voilà. Donc nous, on part aussi de petits pas en observant cette cohorte de projets pour pouvoir essayer de voir ce qui est réplicable, ce qui ne l'est pas, et surtout d'aider à la décision pour que la mise en œuvre opérationnelle elle se fasse sereinement. Et dans la question sur le décalage entre la promesse et la réalité, ce qu'on voit aussi, c'est encore une fois beaucoup de pragmatisme sur des options de réversibilité. Alors c'est peut-être un désenchantement, mais en même temps, ça peut aussi permettre à certains acteurs de passer, de faire cette prise de risque que peut-être ils n'auraient pas fait s'il n'y avait pas cette option de pouvoir réorienter et transformer peut-être un peu le format initial. Suite certainement à de l'évaluation. Ça là-dessus, nous, on est à un stade d'observation qui n'est pas hyper mûr sur l'évaluation.
mais on espère bien pouvoir, au fur et à mesure de l'avancée des projets, pouvoir enrichir ces réflexions sur ces sujets-là aussi. Merci beaucoup Lola. J'espère que vous nous autoriserez à verser ce livrable du programme QLD dans la boîte à outils des communs. Isabelle Maury, je vous passe la parole pour une conclusion avant quelques temps d'échange avec la salle et d'accueillir Jean-Baptiste Gastien. Bon, du coup, je suis très frustrée. On a parlé de frustration. C'est sûr, on ne va pas pouvoir poursuivre le débat à notre niveau. Mais franchement, je suis super contente. Donc, on a une belle vision d'avenir. Moi, je l'ai en plein en face de moi. Et on est dans un lieu qui est vraiment extrêmement propice à notre lab, quoi. Donc moi, je suis vraiment super contente. Donc c'est effectivement tous ces projets et ce qui a été présenté, pour moi, c'est vraiment une vision d'avenir. Alors effectivement, on a une vision... bon, il faut ouvrir les yeux, on a du mal. Mais voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Et les communs, en fait, ce qu'ils offrent comme avantage, alors c'est pas un objet facile, hein, nous on l'avait choisi, mais un peu à reculons au départ, en se demandant si ça allait être très concret, etc. Bon, là, on veut du concret, mais il n'y a pas que du concret. Et ça offre l'avantage quand même par rapport aux autres types de projets qu'on suit, d'être assez flexible et donc de vous laisser la possibilité et justement de maturer. Et je crois qu'ils vont maturer en fait tout le temps. En fait, il n'y a même pas une phase de maturation, une phase de réalisation par rapport aux autres types de projets. En fait, ça sera de la maturation de A à Z. Et donc, c'est peut-être ça, je ne sais pas, l'avenir de l'aménagement, j'en sais rien. Je ne suis pas une spécialiste. Mais en tout cas, nous aussi, on a un engagement de départ, parce que vous aviez tous un engagement de départ. Mais nous, on a un engagement de départ qui est assez maximum. Donc, bon, il est un petit peu trop ambitieux. Enfin, c'est la transition écologique. C'est ça l'engagement de départ. Donc, parfois, en fait, on a vu que le moteur principal, c'est plutôt la sobriété. Donc là, on est plutôt dans le côté un peu déceptif où voilà, on démarre sur une note un peu sombre. Voilà, on n'a plus de ressources, etc. Donc, le point de départ, c'est souvent la sobriété. Mais en fait, on voit que dans vos projets et dans certains projets, parce qu'il y a des projets extrêmement divers, il y a aussi la résilience. En plus, on a vécu le Covid, donc on sait ce que c'est. Voilà, d'avoir besoin de commun, d'avoir besoin d'utilisation responsable des ressources ou d'être de la proximité aussi, tout simplement. Parce qu'en fait, les lieux communs, il y a une proximité avec une mixité aussi fonctionnelle des espaces et des usages qui est indispensable et qui peut, après, on a entendu parler d'autonomie, que ce soit énergétique ou autre. Voilà, donc il y a des enjeux quand même derrière. Et puis, l'inclusion, donc ça, c'est voilà, être sobre, bon, c'est bien, mais on va pas... voilà, l'éco-anxiété, c'est... Voilà, à un moment donné, il y a le pendant, et je pense que les jeunes, ils ont bien compris, hein, ils vont pas s'enfermer, hein, c'est, au contraire, c'est la communauté, c'est la solidarité, etc. Et ça, c'est voilà, c'est les deux piliers, quoi. On peut pas avoir de la sobriété et à côté, rien. Enfin, sinon, c'est pas jouable. Et du coup, tout ça, ça crée de la valeur. Et c'est voilà. Moi, j'ai trouvé ça assez fort en fait dans tous les exposés, dans les démonstrateurs de la ville durable. Alors les engagés pour la qualité du logement de demain, on a des expérimentations extrêmement larges. Alors sur le volet de la mise en commun, effectivement, on peut avoir des solutions qui sont fondées sur les contraintes, donc par rapport à la sobriété ou l'accessibilité, le caractère abordable en centre urbain dense. Donc ça, c'est évident. Pourquoi est-ce qu'on invente de la individualité, c'est ça. Bon, voilà, pour rester propriétaire tout en étant colocataire, non, je sais pas, voilà. Donc on sait plus quoi faire. Voilà, bon, on sait plus quoi faire. Mais certains, en fait, le font par désirabilité pure. Hein. Donc là, le cas d'Amo Léger, le démonstrateur de la vie durable Amo Léger, c'est des gens qui veulent vivre sobrement. C'est voilà. Et du coup, ça interroge des choses parce qu'un projet tel qu'Amo Léger, ils veulent vivre sobrement et nous, on va dire ah, oh là là, mais alors. Et là, on va se poser des questions que tu as soulevées, François Laurent, sur l'histoire en fait de tout ça, où on est parti de l'hygiène. Et clairement, la première interrogation qu'on s'est posée, mais au niveau de l'hygiène, comment c'est possible? Ils vont plus avoir accès à l'eau, ils vont partager leur sanitaire.
et là, du coup, on a un problème de... Enfin, voilà, c'est aussi... Et quand vous avez parlé de l'excellence, alors je ne sais plus c'était quoi le gros mot, il y avait tout un truc, mais il y avait l'excellence dans le mot. Et quelque part, voilà, ça, la CAM, avec l'excellence, la métropolisation, etc. Et donc, en fait, le programme démonstrateur de la ville durable, il vise l'excellence, mais l'excellence peut prendre plusieurs formes. Donc, l'idée aussi, c'est d'être à une échelle un peu pilotable, donc l'échelle du quartier. Donc là, on revient un peu sur terre pour justement... on a essayé de poser les bases dans les démonstrateurs de la ville durable. Alors, après, on va apprendre aussi, mais des critères déjà de base qui nous permettront d'aborder ces sujets. Donc déjà, c'est à une échelle d'une opération d'aménagement ou d'un quartier. Donc, je pense que ça peut activer tous les leviers que vous avez indiqués, avec une gouvernance qui est large et dans un sens écosystémique, parce que vous en avez parlé aussi. L'idée, c'est de faire écosystème. Alors, c'est pas évident. Nous, on est là, on demande des accords de consortium. Je pense que là, on a des évolutions à faire aussi à ce niveau-là. Mais enfin, on a posé des bases et puis, quelque part, en fait, il y a la question des usages et c'est pour ça qu'on avait choisi aussi ce thème des communs parce que ça interroge les usages et on sait que l'enjeu majeur, en fait, pour réussir la transition écologique, c'est pas les usages, c'est effectivement de changer de culture, de changer tout simplement de façon de vivre. Et du coup, sur l'évaluation, c'est vrai que nous, on est extrêmement ambitieux aussi à ce niveau-là. On est exigeant, mais on a effectivement en face de... c'est pas évident. On n'a pas d'outillage, entre guillemets, qui est assez robuste, mais on demande et on exige en fait justement une stratégie d'évaluation et de réplication au stade de l'incubation, donc dès le départ. Et on essaie de les accompagner pour l'évaluation. Alors, il y a un volet quantitatif, je suis désolée, parce qu'on sera bien obligé d'objectiver des résultats. Donc, il y a un volet quantitatif, il y a un volet qualitatif. Et ce que je vois là aussi, donc, par exemple, pour Amoléger, en tout cas, le CEREMA les accompagne donc, sur une démarche d'évaluation qui va être réalisée avec les habitants du foyer, en fait, des différents foyers sur site. Donc, après, c'est un petit terrain, etc. Ils vont compter les papillons, ce que m'a dit le CEREMA aussi. Mais voilà, il faut vérifier que tout ça préserve bien l'environnement, que tous ces projets répondent bien aux quatre défis. Et donc, sur la suite du lab, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut continuer sur... merci, parce que voilà, ça nous conforte dans le fait qu'il faut continuer à s'outiller et à outiller les aménageurs. Et en même temps, il faut aussi prendre du recul et il faut réussir à respirer, avoir une vision large et d'essayer de voir aussi plus loin. Donc ça, on va peut-être travailler... l'idée, ça serait de travailler là-dessus, d'être à la fois en accompagnement des porteurs de projets pour continuer, mais d'une manière un peu plus light, parce que là, c'était vraiment... on était vraiment un atelier par mois, donc c'était vraiment très dense. Et là, on va laisser les projets mûrir, mais en même temps, on va aussi travailler sur le fond, en élargissant le thème, parce qu'effectivement, on a d'autres thématiques donc de mise en partage, les ressources que sont le foncier. Et ça, on voit que c'est un enjeu qui va devenir de plus en plus prégnant. L'eau, l'énergie. Et donc, comment est-ce que nous tous, citoyens, on gère tout ça autrement que par un pilotage intelligent? Vous n'en avez pas parlé. Et voilà, parce qu'en fait, quand on parle de l'autoconsommation collective ou de la gestion en commun de l'énergie, on parle de pilotage intelligent. Donc, on est sur des choses très technologiques. On peut piloter. Normal, je pense qu'il faut quand même un pilotage intelligent de l'énergie. Rendez-vous autour du buffet. Rendez-vous autour du buffet. Merci en tout cas. Merci à vous. Alors, écoutez, je propose de. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour le tour de table parce qu'en fait, on a beaucoup parlé et je pense que c'était aussi très important de laisser ces paroles. Ce que je propose, c'est d'identifier les questions, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent poser des questions les émettent, qu'on les recense, peut-être qu'il y ait une réaction par rapport à cet ensemble de questions pour ensuite pouvoir passer la parole à Jean-Baptiste Gastine.
Bonjour. Moi, j'ai trois, pas vraiment questions, mais 3 sujets. Le premier, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on s'adresse prioritairement au public sédentaire. J'étais hier à un colloque à Rouen sur les gens du voyage. Et je voulais savoir s'il y avait l'intégration des gens qui ont choisi de vivre différemment de la majorité des autres. Et comment ça se passe, parce que ce que j'ai eu hier comme visibilité sur un film qui a été la réalisation d'un collectif qui s'appelle le collectif des femmes d'Hélène Ronchin, des femmes qui font partie des gens du voyage, qui se sont organisées face à la métropole lilloise par rapport à leurs conditions de vie et toutes les conditions qu'on peut trouver ou imaginer quand on parque certaines populations sur des friches industrielles polluées avec autour des usines et j'en passe et des meilleurs. Donc l'intégration de tout type de population, quel que soit le mode de vie qu'on ait choisi dans des projets comme celui-ci, surtout qu'ils sont l'exemple de vie partagée notamment. J'ai une question sur comment vous intervenez au niveau des PLU. En amont ou de manière favorisée par des échanges juste avant, quoi, ou au moment où les PLU font l'objet de recevoir des requêtes ou des avis. Et puis le troisième sujet, c'est la prise en compte des services à la personne et des besoins de la population. On ne va pas se cacher, quand les gens veulent aller habiter quelque part, ils vont regarder les commerces, ils vont regarder la scolarité, l'accès aux soins, enfin tout ce qui fait le service et les besoins de la personne. Est-ce que c'est une facilité ou pas, ou est-ce que c'est une recherche constante d'intégrer cette notion-là et de la prendre en compte? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, sachant qu'on pourra donc échanger après autour d'un buffet? Écoutez, je propose que l'un d'entre vous apporte une première réponse et qu'on poursuive ensuite. Comme ça, je pourrais passer la parole à Jean-Baptiste Gastine qui nous a rejoint. C'est pas une réponse, mais sur le projet de Montgraine, on a prévu une assiette foncière pour recevoir des familles de la communauté des gens du voyage. On n'a pas encore avancé, mais on a eu un consensus dans l'équipe pour dire que le principe de co-conception, il devait s'appliquer exactement de la même manière et qu'effectivement, les gens du voyage étaient les premières personnes à avoir un usage communautaire et une réflexion sur la raréfaction des ressources. Et que du coup, c'était une belle opportunité de pouvoir être dans une démarche vraiment d'inclusion et de ne pas dire justement qu'on mène une démarche différente parce que c'est des gens du voyage, mais que il devait être accueilli de la même manière dans un processus de co-conception. Et qu'au contraire, c'était une force pour qu'on aille jusqu'au bout de notre réflexion. Mais par contre, on n'a pas été jusqu'au bout encore. On est encore à l'étape de la déclaration d'intention. Et donc je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver. Merci beaucoup, merci à toutes et tous pour votre participation.